Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien pour ce webinaire aujourd'hui, 1er avril. Alors soyez prudents, hein. On va passer un petit moment ensemble effectivement sur le CRM et sur les sujets effectivement. Un sujet qui est important pour nous, qu'on avait envie effectivement d'aborder. C'est une première pour nous aujourd'hui sur Webikeo, de pouvoir effectivement vous parler d'HubSpot et de Salesforce, qui sont deux outils effectivement qu'on connaît, qu'on maîtrise au quotidien chez nous, chez Markentive. Et on avait envie peut-être de partager avec vous effectivement notre retour sur l'expérience sur des projets qui sont des projets parfois un peu importants, hein, 100 à 500 utilisateurs. Ça commence à être des dispositifs ambitieux sur lesquels on rencontre plusieurs types d'éditeurs, mais des éditeurs parfois type Salesforce, Microsoft Dynamics et de plus en plus maintenant aussi HubSpot, qui historiquement est très connu de l'ensemble des équipes, autant métier que technique pour la partie marketing, un peu moins sur la partie commerciale ou service client. Et ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était peut-être vous donner quelques éléments pour réussir ces projets-là, qui sont des projets, on est quand même sur des organisations de taille intermédiaire, hein, c'est pas des multi, des très grands groupes, mais en même temps, c'est pas non plus la PME de CPE, donc on a parfois besoin de projets un peu intermédiaires, agiles, malins, et surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et on s'est rendu compte qu'HubSpot était de plus en plus aussi une alternative, parfois pas très bien connue. Et c'était pour nous aussi l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui, c'était de pouvoir vous donner des éléments par rapport à tout ça pour qu'on puisse effectivement avoir une vision complète et évaluer toutes les alternatives autour du CRM. Pour vous donner un petit peu de contexte, alors moi je suis Christian Neff, du coup je suis le directeur général, fondateur de Markentive. On est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un intégrateur de solutions sur la partie marketing et RevOps au sens large, hein, donc on va intervenir en CRM, marketing, service client, commercial, aussi avec une équipe technique sur des projets, j'ai envie de dire full scope au niveau de l'expérience client et du CRM. On a une équipe aujourd'hui qui est présente dans toute la France, mais principalement en termes de bureaux sur Paris et Bordeaux. On est organisme de formation Calliope, on est aussi certifié ISO 27001, donc des compétences variées aujourd'hui au service des différents types de projets. Un retour sur expérience CRM au sens large avec différents types d'outils sur un peu plus de 500 projets à date. Et on fait partie effectivement des premiers intégrateurs HubSpot en France, hein, d'un point de vue historique, hein, puisqu'on est partenaire depuis plus de 10 ans, mais on est aussi un des plus gros et un des plus expérimentés sur le sujet au niveau européen, voire monde. Et donc on a aussi obtenu des credentials à ce titre. Donc on a différents types comme sur n'importe quel type d'éditeur, des certifications, des accréditations ou même des distinctions type award, hein, meilleur projet marketing, meilleur projet commercial, sont des sujets effectivement sur lesquels on a pu se distinguer. Et on a aussi l'habitude, et ça va nous intéresser dans ce webinaire, d'avoir pu intégrer effectivement aussi HubSpot avec d'autres solutions. Et c'est souvent vraiment un prérequis quelque part de ces projets, d'avoir pu intégrer aussi HubSpot avec des outils de type ATS, des outils de type ERP, des outils de type Finance, etc., etc. Pour vous donner aussi un petit peu d'exemples, et après je rentrerai dans le vif du sujet, on a eu l'occasion d'accompagner des entreprises de secteurs variés, autant des grands cabinets de conseil, ESN, des acteurs du domaine financier, banque assurance, des acteurs du non-profit, et puis des grands industriels ou même des écoles et des éditeurs de logiciels ou des startups. Donc on a eu l'occasion finalement de tordre les solutions aux besoins qui sont au demeurant assez différents, hein, entre un industriel, une startup et une école. On va toujours parler de data, de contact, de reporting, mais avec vraiment des usages différents, des besoins différents, des volumes aussi très spécifiques dans ces différentes organisations. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, le programme qu'on a construit. N'hésitez pas à partager aussi vos questions au fil de l'eau. Si vous en avez, on sera ravis de pouvoir les traiter dans le temps qu'on va passer aujourd'hui ensemble. L'idée, c'était peut-être de vous représenter aussi la philosophie de
d'HubSpot et peut-être comment elle se distingue de Salesforce. Ça, c'est un point sur lequel on voulait effectivement démarrer. Rappeler aussi quelques contraintes sur les très gros projets et peut-être ce qui fait basculer aussi à un moment des projets soit vers Salesforce, soit vers HubSpot. En tout cas, vous donner notre vision du sujet parce qu'on aussi en préambule, on est un intégrateur HubSpot, mais on est aussi convaincu que Salesforce est une très bonne solution et répond à des besoins aussi du marché et c'est pas une solution effectivement c'est une solution qui n'a rien à prouver et qui est aujourd'hui vraiment le leader et le référent effectivement sur le domaine du CRM. L'idée, c'est pas de vraiment de dire HubSpot c'est mieux, on n'est pas dans ce débat-là, mais c'est de se dire effectivement dans quel cas HubSpot peut être intéressant en tout cas à évaluer et dans quel cas peut-être HubSpot ne doit pas être considéré et peut-être Salesforce ou équivalent Microsoft Dynamics ou d'autres peuvent être des alternatives un peu plus intéressantes. L'idée aussi, c'est de vous donner des éléments peut-être de comparaison et puis après de vous remettre en mode projet sur des notions de comment par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir, parce qu'évidemment, on fait des compétitions Salesforce, HubSpot, et on voit effectivement différents types de process d'évaluation qui sont aussi parfois assez lourds pour les clients sur des démos, sur des chiffrages, sur des cahiers des charges, etc. Donc l'idée, c'était peut-être de vous donner aussi ici quelques éléments pour être efficace en termes de gestion de votre temps, gestion des efforts, gestion des parties prenantes en interne dans vos organisations pour faire en sorte peut-être de faire le bon choix et puis de prendre le projet dans le bon sens d'un point de vue déploiement. Et puis j'ai aussi quelques exemples, 3 petits exemples en fin de webinaire sur des organisations qui auraient peut-être pu prendre les Salesforce ou HubSpot, qui ont choisi HubSpot au demeurant. Mais pour vous donner aussi une idée de peut-être les tailles de projets ou les types de projets qu'on a été amené à gérer avec HubSpot CRM sur de la partie service, sur de la partie marketing, mais aussi sur de la partie commerciale. Donc voilà, ça va être bien animé. Et donc je rentre directement dans le vif du sujet sur la partie effectivement de la philosophie HubSpot pour vraiment aussi resituer l'organisation. Tout dernier chiffre, ils mériteraient d'être un petit peu réactualisés, mais ça vous donne quand même une idée. HubSpot aujourd'hui, c'est 200 000 clients, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est une société qui est cotée aux États-Unis depuis maintenant plusieurs années, un peu plus de 8 000 collaborateurs. Ça vous donne une idée aussi de comment ça va être comparé par rapport à Salesforce. Salesforce, on n'est plus dans les 20 milliards, donc il y a un facteur 10 encore aujourd'hui quand même entre la taille chiffre d'affaires d'un Salesforce, qui est quand même une grosse machine, qui a fait beaucoup d'acquisitions sur du MuleSoft, sur de l'IA, sur Slack, etc. Donc c'est vraiment une entreprise d'une autre dimension et qui va aussi adresser des clients très très gros, très corporate dans le monde entier, ce qui aujourd'hui n'est pas le terrain de jeu forcément d'HubSpot, qui vient plutôt du marketing et qui a plutôt commencé par le bas du marché, accompagné des équipes de 3, 4, 5, 10, 15, 20 personnes, qui était la clientèle qu'on voyait beaucoup il y a 5 à 10 ans et qui s'est transformée de plus en plus par une clientèle un peu plus à mid-market, et d'où le sujet aussi de ce webinaire-là. On commence à avoir de plus en plus de projets avec 100, 200, 300, 400 personnes. Mais historiquement, l'ADN d'HubSpot, c'est de venir du marketing et de venir peut-être du bas du marché, là où Salesforce est maintenant depuis toutes ces années-là, effectivement, aussi très présent sur le petit, sur le moyen, mais surtout sur le très gros, qui a un peu leur chasse gardée, là où ils sont aujourd'hui finalement très pertinents. HubSpot, en termes de solutions, on va retrouver différents. Donc chez Salesforce, vous retrouvez Sales Hub, Service Hub, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, et après tout un autre volet d'applicatifs. Chez HubSpot, c'est un peu équivalent. On va retrouver du Marketing Hub, du Sales Hub, du Service Hub, du CMS Hub aussi. Aujourd'hui, on a la possibilité de construire complètement son site internet dans HubSpot. On a aussi après des briques plutôt sur la partie data. Mais finalement, la suite ensemble d'HubSpot, ça concerne marketing, sales, service, CMS. Donc, on a quelque part une couverture fonctionnelle qui va ressembler à ce qu'on va retrouver chez Salesforce. À la différence près, peut-être, c'est que HubSpot, tout ça, c'est le même produit. Donc, on a la même base de données, donc des contacts, des comptes, des opportunités, autour desquelles vont graviter des fonctionnalités marketing, par exemple, pour envoyer de l'email, des fonctionnalités commerciales pour que vos équipes de vente
puisse aller interagir avec les contacts, des équipes, des fonctionnalités de type service client, sur de la gestion de type ticketing, NPS, mais tout ça construit sur le même modèle et du coup sur le même référentiel avec du coup des utilisateurs qui vont vraiment travailler au sein de la même solution avec des outils, des fonctionnalités différentes. Là où chez Salesforce, on va retrouver un fonctionnement qui est potentiellement un petit peu différent, puisque marketing et sales, c'est deux produits différents. C'est aussi le fruit d'acquisition d'un point de vue technologique. Anciennement ExactTarget sur la partie Pardot, qui est une solution qui a été incorporée et derrière effectivement adossée à la brique initiale Sales Cloud de Salesforce. Donc ça reste des produits qu'il faut interfacer. Là où chez HubSpot, si vous achetez Sales Marketing Service, c'est la même solution. On est dans le même environnement. Il y a juste finalement quelque part des fonctionnalités supplémentaires qui vont être activées au sein du portail que vous allez utiliser. Et HubSpot a cette vision-là vraiment de venir être un peu en one-stop shop, donc en termes de positionnement, marketing, sales service, versus peut-être un environnement client, ou si je prends l'exemple de ce qu'on voit de temps en temps sur le marché, on a des gens qui utilisent une solution marketing type Marketo, Salesforce sur le CRM, Zendesk sur le service, et puis après d'autres outils pour le reporting. La vision d'HubSpot étant de plus de se dire je vais faire tout au même endroit, avec du coup moins de technicalité, moins de complexité, downsizer, downgrader la complexité des intégrations et de la stack pour finalement être dans un environnement qui est un peu plus facile à utiliser, à faire vivre et à faire évoluer. Donc, ils ont construit vraiment cette suite autour du CRM au sens data, en venant du marketing et peut-être du bas du marché. Et aujourd'hui, ils sont en train d'arriver sur l'ensemble de l'expérience client, donc soit service, marketing et sales, avec une technologie qui va vers l'up-market, donc avec plus de fonctionnalités, plus de personnalisation, qui permet de traiter des cas d'usage de plus en plus complexes, des gouvernances de plus en plus abouties. Et c'est ça qu'on va essayer aussi de vous familiariser avec ça aujourd'hui sur ce webinaire-là. Pour illustrer aussi peut-être le pendant de quoi on parle, en fait, c'est que les projets que nous, on a pu rencontrer sur plusieurs centaines d'utilisateurs, ils ont des marqueurs qui est aussi dû à la taille de l'organisation très souvent. C'est que ces projets-là, ils vont avoir des complexités d'organisation, des complexités, par exemple, d'avoir des BU, des filiales, différents types de pays, différents types de devises, avec des entités, une granularité, un côté parfois du vertical, mais aussi parfois du transverse, donc des gouvernances qui sont parfois un peu complexes. Donc ça, généralement, la complexité, c'est le terrain de jeu souvent de Salesforce. Ça ne veut pas dire qu'HubSpot est niveau 0 sur la capacité à gérer de la gouvernance et de l'organisation. On a dans HubSpot aujourd'hui des niveaux de droit qui sont assez granulaires, des niveaux d'ownership multiples qu'on peut gérer au niveau des contacts. On va avoir la possibilité d'avoir des équipes, des sous-équipes. On va avoir la possibilité d'avoir des partitions aussi, ce qu'on appelle des business units au sein d'un même portail sur HubSpot. Et ça, c'est des produits ou des fonctionnalités qui ont 1 an, 2 ans pour certaines. Donc, on a tout un volet de fonctionnalités qui permettent effectivement sur le volet gouvernance de peut-être voir si un HubSpot peut en tout cas accommoder certains de vos cas d'usage. Donc, ça ne veut pas dire gouvernance complexe, BU, filiale, pays, etc., égale Salesforce de manière obligatoire. Ça s'évalue en fonction des critères et des besoins que vous avez. Même chose sur les notions de modèles. Souvent, quand on a une grande organisation, on peut avoir des modèles commerciaux diversifiés qui doivent cohabiter. Peut-être qu'on va gérer des appels d'offres et en même temps, on a une partie e-commerce, une partie B2C, une partie B2B, des cycles de vente courts, mais en même temps des cycles de vente longs. Et donc, quelque part, des équipes qui travaillent différemment, qui vendent des SKU ou des produits de manière différente. Et ça, pareil, on avait une tendance à se dire, tiens, il y a plein de complexités à gérer ou plein de cycles de vente différents. Ça va plutôt dans le sens d'un Salesforce ou d'un Dynamics avec à chaque fois des développements spécifiques. Maintenant, sur HubSpot, on sait aussi adresser ce type de cas d'usage-là avec des pipelines différents, avec des affichages conditionnels, avec des fonctionnalités qu'on va attacher à une équipe, une gouvernance ou une partition. Et ça nous permet aussi de venir adresser avec un certain niveau de complexité un certain nombre de cas d'usage. Et on a des clients qui vont avoir vraiment du B2B, du B2C, du B2B2C, des partenaires, donc vraiment des modèles business qui sont très différents et qui cohabitent de manière assez efficace au sein de ces solutions. Gros projet aussi, très souvent, on a des sujets d'intégration, parce que gros projet, souvent, il y a du volume derrière.
Et volume, vu qu'on ne veut pas de ressaisie, on va très souvent avoir de la synchro descendante ERP vers CRM, hein, pour se retrouver dans le CRM avec toute la réalité du business, toutes les complexités, et être capable effectivement de gérer ce type de cas d'usage-là. Donc ça, encore une fois, HubSpot c'est ouvert, on peut le faire. Sur Salesforce, on avait l'habitude effectivement de faire ce genre de choses-là. Peut-être là où HubSpot et Salesforce vont être différents, c'est que Salesforce, on peut aller tellement loin dans le développement qu'on peut quasiment faire de Salesforce un ERP. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire ici que si le sujet, c'est de choisir quelque chose qui va être hybride et CRM et ERP et de construire des modèles compliqués de finance, de HR, etc. à l'intérieur, là, du coup, on se dirige plutôt vers un Salesforce. Si l'idée, c'est que vous avez déjà des briques de type Finance, ERP, et l'idée, c'est plutôt d'avoir une surcouche Sales, Marketing, Service qui va venir se nourrir et interagir avec cet ERP-là, ça ne disqualifie pas HubSpot parce que HubSpot sait très bien faire ça. Avec des timelines de déploiement qui sont intéressantes et c'est un jeu sur lequel on sait bien jouer avec une carte HubSpot. Autre cas de figure peut-être, c'est si vous avez une organisation très étendue avec, imaginons, plus de 20 ERP différents dans tout un tas de pays, avec vraiment des SKU différents, des prix différents, vraiment beaucoup de complexité au niveau des produits, des pays, etc. Peut-être que ce scénario-là aussi se dirige plus vers un scénario Salesforce pour tout un tas de raisons d'intégration. Mais finalement, ce qu'on va être capable, nous, de gérer assez facilement, c'est un projet avec 4-5 ERP différents, une centaine, 200, 300 utilisateurs dans HubSpot, et tout ça interfacé sont des sujets sur lesquels on peut, en tout cas, être une alternative intéressante à gérer. Gros projet aussi, souvent besoin d'écran spécifique, parce qu'on a du coup une granularité de gouvernance avec chacun a besoin de tableaux de bord spécifiques, d'interfaces, d'intégration tierce, donc on a besoin de beaucoup de customisation. Salesforce, on n'a presque aucune limite en termes de customisation, on peut choisir les couleurs qu'on veut, les écrans qu'on veut, les colonnes, on peut les rendre dépendantes en fonction des différents types d'équipes, etc. Sur HubSpot, on a moins de possibilités au niveau de la customisation. Donc on va avoir un modèle, je le montrerai tout à l'heure, mais on a un modèle de customisation qui est un peu plus simple, un peu plus flat, qui n'est pas au niveau 0. On peut faire des choses, mais on va être plutôt dans un standard avec 90% de config, 10% de développement, versus sur du Salesforce où il y a tout est ouvert et à partir de là, j'ai envie de dire, l'imagination est votre seule limite. Donc là-dessus, sur la custo, il y a une histoire côté HubSpot où on est capable de faire quelque chose, il y a une histoire côté Salesforce où on n'a aucune limite. Mais après, est-ce qu'on en a besoin et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et après, on a des sujets d'adoption. Et ça, je veux dire, quelle que soit la technologie qu'on va effectivement sélectionner, l'adoption, ça va toujours être un vrai enjeu. Et peut-être que sur HubSpot, du coup, l'adoption est généralement un peu plus simple parce que c'est un outil qui est un peu plus standard, un peu plus intuitif, un peu plus facile à prendre en main, autant sur la partie administration que sur la partie utilisation. Donc sur ce sujet-là, on a tendance à dire que l'adoption, la prise en main d'un HubSpot est un peu plus simple que la prise en main d'un outil type Salesforce. C'est des règles générales, mais ça vous donne déjà une idée sur peut-être qu'il ne faut pas raisonner blanc ou noir en se disant c'est gros, c'est complexe, c'est automatiquement du Salesforce, mais que peut-être en fonction de la complexité de votre gouvernance, de la complexité des intégrations, la complexité de vos modèles de vente, à quel point vous voulez aller vers du standard, peut-être qu'un HubSpot peut faire le job. Et ça sera effectivement à voir peut-être sur la suite de la présentation, sur la partie évaluation de est-ce que on va jusque-là. Comparatif Salesforce HubSpot. Alors globalement, ça c'est des chiffres, c'est des informations qui viennent de G2 Crowd. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette plateforme-là, mais ça donne du coup des feedbacks utilisateurs de clients sur la partie Salesforce et sur la partie HubSpot, où on voit peut-être la première chose à dire, c'est que sur la partie sales, parce que c'est ça dont on parle ici, les deux solutions sont très bien évaluées, hein, les notes sont très bonnes, donc on évolue effectivement dans un niveau où voilà, il y a une satisfaction générale des deux solutions, à savoir qu'aussi les répondants
côté Salesforce sont des plus grandes organisations que côté HubSpot. Donc ça, c'est aussi un biais qui est finalement à considérer quand on va les mettre face à face en termes de lecture. Sur la plupart des critères, donc, et ça c'est aussi vraiment ce qui va distinguer HubSpot, c'est facilité, simplicité, vitesse, support. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels HubSpot généralement se distingue. Et on voit, et c'est pas neutre, même si la note est presque la même, c'est que sur la réponse aux exigences, HubSpot est peut-être un peu en dessous, c'est-à-dire la capacité à gérer des complexités très avancées, là où dans Salesforce, quelque part, vu qu'on peut tout développer ou tout customiser, on peut finalement aller au plus proche des exigences, aussi complexes soient-elles. Donc c'est tellement quelque part une illustration de ce que j'ai dit tout à l'heure, même si la note à un point près est presque la même. Salesforce, ça va plutôt être effectivement, on peut aller au bout de tous les caprices et de toutes les exigences et de tous les besoins, ou sur HubSpot, on va gagner sur tout un tas d'autres paramètres. Et l'un dans l'autre, effectivement, en fonction de notre situation, ça peut valoir le coup. Je ne rentrerai pas dans un niveau de détail énorme, mais ce qui est intéressant aussi, et peut-être dans votre projet ou dans l'évaluation que vous allez faire, si à un moment vous avez ces benchmarks-là, il y a tout un tas de faisceaux d'informations. C'est aussi chacun, éditeur, Salesforce, HubSpot, va effectivement donner ses arguments. Ce qui est parfois intéressant à avoir en tête, c'est la notion effectivement de qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est pas inclus. Chez HubSpot, d'une manière générale, vous allez avoir beaucoup de choses qui sont inclus. C'est-à-dire que typiquement, la sandbox, c'est quelque chose qui est inclus. Là, chez Salesforce, c'est potentiellement quelque chose qui ne va pas être inclus. Des fonctionnalités de type Sales Automation, des fonctions de type IA, des fonctions de type chatbot. Souvent, ça fait partie du produit côté HubSpot et ça peut, dans certains cas de figure, être des options chez Salesforce. Les devis Salesforce sont généralement plus complexes. Et chez HubSpot, on a des devis qui sont un peu, sur la partie commerciale, parfois un peu plus simples, un peu plus transparents. Parce que j'ai les utilisateurs sales, et puis j'ai les utilisateurs core, et j'ai les licences de consultation qui sont gratuites chez HubSpot. Donc ça, c'est aussi en termes d'analyse. C'est pas toujours simple à comparer, parce que quelque part, pour avoir la bonne lecture, il faudrait prendre un Sales Cloud plus 1, 2, 3, 4, 5 options et le comparer effectivement à HubSpot. Et ça, on s'en rend pas toujours compte au moment où on va évaluer et comparer les offres. Donc ça, c'est un point qui est important. Et de manière générale, c'est un phénomène qu'on va retrouver sur les deux sur l'ensemble de la suite, puisque sur HubSpot, il y a plein de choses qui sont intégrées. Sur Salesforce, tout est possible, mais parfois, c'est des modules supplémentaires. Donc, il faut avoir en tête ça. Est-ce que ça rentre est-ce que ça va rentrer effectivement dans le bundle que vous avez souscrit, ce que vous avez et là où vous voulez aller? Donc, il faut l'avoir en tête. Je ne rentre pas dans le détail là. Je vous enverrai l'après si ça vous intéresse de creuser. Peut-être quelques petits points de précision ici sur la partie CPQ. Donc, HubSpot, effectivement, a un CPQ qui est intégré. Salesforce, c'est un CPQ, c'est un produit ad hoc qui fait partie, effectivement, de l'outil. Ça n'est pas comparable, en fait. CPQ n'est pas binaire. Sur HubSpot, on a un CPQ très simple. Si on veut un CPQ complexe sur HubSpot, on va utiliser des autres solutions. On a fait un webinaire il n'y a pas très longtemps, on parlait de D-Lab, qui est un CPQ natif sur HubSpot et qui nous permet d'aller très loin. Donc, c'est toujours important, dans votre critère d'évaluation, de vous dire effectivement quels sont les must-have de mon projet, quel est le niveau de complexité dont j'ai besoin. Est-ce que HubSpot est capable d'y répondre nativement? Est-ce que HubSpot va être capable d'y répondre avec une intégration supplémentaire, type un Power BI pour certains sujets de reporting, ou une brique de type CPQ pour effectivement aller un peu plus loin sur cette partie-là. Donc, c'est pas binaire, mais en tout cas, l'évaluation, c'est important qu'elle suive un process clair, et je vous donnerai quelques briques pour le réussir à la fin de la session sur ce sujet-là. Petit point peut-être sur la comparaison aussi de ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est la notion effectivement de support. Chez HubSpot, le support est gratuit et la base de connaissances, donc si vous faites l'exercice aujourd'hui de chercher de l'information sur un HubSpot, comment je crée un contact, comment je crée une opportunité, comment je connecte tel logiciel de téléphonie, etc. Vous allez avoir des guides how-to très complets sur quasiment toutes les questions possibles. Donc là-dessus, on va retrouver effectivement beaucoup d'informations. Là où sur Salesforce, c'est souvent un service supplémentaire et c'est d'une manière générale un peu moins facile d'obtenir des réponses à ces questions. Donc, il faut souscrire une offre et c'est un peu moins
c'est un peu moins simple que sur du HubSpot où j'ai envie de dire que c'est all inclusive et c'est présent directement dans le produit. Et encore une fois, ici, sur la partie sécuritaire, HubSpot est peut-être un peu moins identifié parce qu'il y a très longtemps, on n'avait pas le SSO, on n'avait pas certains rapports d'usage de sécurité. Aujourd'hui, on a sur HubSpot, on coche bien les cases, on est aussi hébergé en Europe, ce qui était des choses qu'on n'avait pas il y a 2-3 ans et sur lequel HubSpot a fait un travail aussi pour rattraper peut-être son retard sur le point. Et sur Salesforce, effectivement, on a toutes ces possibilités-là. Certaines sont encore une fois des options. Donc, encore une fois, si on est dans une logique de comparaison, c'est important effectivement de l'avoir en tête de est-ce que tout ça a été bien inclus dans la proposition que vous allez comparer à celle d'HubSpot. Donc là-dessus, effectivement, on est capable de gérer ces différents aspects. Et sur la partie, peut-être pour illustrer ce point-là, sur la partie personnalisation des interfaces, parce que là aussi, HubSpot a pas bonne presse, j'ai envie de dire, parce que HubSpot, c'est un produit de petite boîte, c'est un produit qui vient du marketing, donc on a souvent cette croyance et cette réputation-là de se dire, bon, bah tiens, nous, on est une organisation un peu étendue, on va avoir besoin d'un Salesforce, c'est un peu obligatoire. Sur le papier, en fait, on a la capacité d'aller personnaliser des zones, d'aller personnaliser des interfaces, d'aller personnaliser des actions, d'avoir des champs conditionnels. Tout ça existe aussi maintenant chez HubSpot, en tout cas sur les briques entreprises. Donc, ça nous permet, dans un certain nombre de situations, d'aller effectivement avoir une couverture fonctionnelle qui va se rapprocher d'un Salesforce. Pour vous montrer peut-être un peu plus ce que ça veut dire, là, je suis connecté à une interface de type HubSpot. Je suis sur une fiche contact, donc je vais retrouver 3 grandes zones sur mes fiches contact. Je vais avoir une zone qui va concerner le nom, prénom, email, toute la fiche. Je vais avoir des blocs conditionnels. Donc là, évidemment, je peux personnaliser complètement mon modèle de données. Et maintenant, sur HubSpot, depuis plusieurs années, je vais avoir la possibilité de personnaliser ça en fonction du type de contact, en fonction du pays, en fonction de l'équipe qui va regarder cette fiche-là. Donc, j'ai beaucoup finalement, même si j'ai un fonctionnement sur HubSpot qui est un peu linéaire, puisque voilà, on a ces 3 colonnes-là, objet, interaction, objet rattaché avec mon entreprise et par exemple mon deal sur des objets standards, la possibilité de rajouter des objets custom. Donc, on a ce fonctionnement un peu triptyque qui est assez signature chez HubSpot, sur lequel, voilà, ça c'est un peu la rigidité de l'outil. Mais sur lequel on va avoir possibilité de customiser de manière assez forte tous les champs, les blocs, et selon vraiment un certain nombre de critères très... Je ne sais pas, Alice, si tu m'entends. Je crois on a perdu la connexion une seconde. Ah, désolé. Du coup, je parlais effectivement du niveau de personnalisation parce que c'est pas toujours très concret en fait pour les clients qui ont cette connaissance effectivement d'HubSpot. C'est un outil, voilà, petite boîte marketing. Bah, maintenant, j'ai envie de dire, c'est un outil aussi qui est capable de jouer en termes de personnalisation contre du Salesforce. Donc, on a un sujet ici qui est au niveau de la personnalisation des fiches. On va vraiment avoir cette capacité, comme je le disais, en fait, à rendre conditionnel effectivement les fiches en fonction des pays. Donc, on avait souvent cette inquiétude-là de se dire, bah, tiens, on n'est pas capable de traduire des champs, des labels pour des organisations internationales, bah, c'est problématique. Ça, on sait le faire aujourd'hui, par exemple, sur du HubSpot. La possibilité de venir créer
des champs spécifiques ou des écrans ou des cartes au niveau des contacts, des comptes. Là, par exemple, sur un deal, on va avoir la possibilité de venir créer des cartes spécifiques. Donc, malgré le fait qu'on est sur HubSpot peut-être un peu de rigidité au niveau des objets, c'est-à-dire ce fonctionnement 3 colonnes qu'on va retrouver en standard, en signature sur HubSpot, ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire avec. Mais par contre, on va avoir vraiment beaucoup de possibilités de venir personnaliser les fiches, les champs, les dépendances, en fonction des équipes, en fonction des pays, en fonction des produits, et du coup de venir quelque part adapter notre fonctionnement à l'ensemble de ces équipes-là et de venir créer, comme je le disais, à la manière de cette intégration-là qu'on a sur SalesNav, de venir créer des cartes, soit sur la partie centrale, soit sur la partie droite, qui vont venir enrichir nos contacts, nos partenaires, nos factures, nos objets custom, et on se retrouve avec quelque part beaucoup de capacités de personnaliser, tout en restant dans un cadre voilà, qui est celui-là que HubSpot nous permet de gérer. Et donc, ce système-là, ça nous permet, ça va se distinguer à différents endroits, mais ça va nous permettre d'avoir des projets qui sont plus rapides parce que voilà, on ne redéfinit pas tous les écrans, toutes les interfaces. On va avoir la possibilité d'avoir des interactions qui sont vraiment très spécifiques en se disant on va pouvoir faire de la conception sur la base effectivement aussi d'écran, parce que très souvent quand on est dans du Salesforce, qu'il faut faire du dev, etc., très souvent on va parler en termes d'atelier, de conception, on va se parler sur des slides, on va se parler sur des Excel. Dans HubSpot, on a la capacité aussi quand on fait nos projets, quand on interagit avec des équipes métiers, commerce, marketing, d'être directement sur des écrans, sur des démos, parce que tout ce que vous voyez là, c'est que de la config, donc ça peut aller très très vite aussi pour se projeter sur voilà, ma fiche, mon deal, ma timeline, mon usage, mon besoin, ce qui est enrichi par de l'IA, le besoin d'avoir un calendrier. Donc, ça permet d'aller chercher aussi plus vite des arbitrages. Donc, ça rend les projets un peu plus rapides. On n'est pas là à finalement vouloir faire du dev tout le temps. Donc, on a beaucoup de config qui est natif. Donc, en termes de complexité aussi de mise en place, en termes de délai, en termes de projet, on arrive à mettre de la complexité, à l'embarquer quelque part dans des réflexions plutôt natives et plutôt proches de la config, plutôt que de vouloir systématiquement faire du dev et prendre ce chemin-là aussi par habitude et par besoin et par envie d'aller au plus proche et au plus spécifique. Donc, on s'en est rendu compte ces dernières années qu'on a des clients qui sont venus nous voir aussi en se disant nous, on veut du standard parce qu'on veut moins de maintenance. On sait que nos équipes ont des listes de courses qui sont hyper importantes. Il y a un peu les listes au Père Noël où chacun veut quelque chose de différent. On aimerait bien, vu qu'on n'est pas très mature sur le sujet CRM, on aimerait bien du standard. Mais évidemment, il faut que ça s'adapte à notre métier, que ça permette aux équipes de faire leur job au quotidien. Mais il y a cette envie souvent de certaines DSI et de certaines organisations d'être au plus proche du standard et de minimiser le spécifique pour avoir quelque chose de plus facile à maintenir, de plus facile à faire vivre, et aussi quelque part une adoption qui est un peu plus simple, parce que tout ce que vous voyez là sont des écrans aussi qui sont étudiés en termes d'adoption pour que les choses soient faciles à trouver et pour que ça puisse être facilement mis dans les mains des équipes. Versus quand on fait du spécifique de partout, c'est assez vite arrivé qu'on se retrouve avec quelque chose qui a l'air intéressant, mais qui dans l'usage, quelque part, n'est pas hyper friendly ou hyper adapté. Donc voilà un petit peu quelque part pour vous illustrer la différence qu'on va retrouver dans les interfaces, ce qu'on peut rencontrer sur du HubSpot versus du Salesforce. Et là où Salesforce, effectivement, aucune limitation. Si vous voulez mettre votre logo, vos couleurs, faire une seule colonne, sauf dans tel pays, vous faites 5 colonnes et puis vous mettez une diagonale avec un camembert, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, HubSpot, on peut faire ça, mais dans 2-3 colonnes et en ayant finalement une réflexion qui est plus orientée config, règles, étapes. Donc, on essaie de toujours morceler cette complexité-là pour venir la faire fitter dans nos objets, dans notre modèle, et venir enrichir ça avec des intégrations tierces si nécessaire. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment interface. Et sur la partie peut-être marketing, on a tendance à dire, et ça, je pense qu'HubSpot aujourd'hui sur la partie marketing est très identifié et devant souvent le produit équivalent. Si on prend un marketing hub, c'est souvent un Salesforce Pardot.
Là-dessus, généralement, HubSpot n'a pas à se justifier. C'est un produit qui, effectivement, est très souvent devant sur un maximum de paramètres, qui va intégrer des fonctionnalités. Et c'est le produit aussi historique d'HubSpot. Donc, on va retrouver nativement tout un tas de choses qu'HubSpot, que Salesforce ne fait pas forcément sur la partie Marketing Cloud ou Pardot. Ou alors va faire, mais de manière optionnée, ou va faire de manière intégrée. Donc, il y a plein de choses sur HubSpot Marketing, et on a aussi pas mal de clients qui utilisent les deux. Ils ont HubSpot Marketing et Salesforce CRM parce que c'est l'historique, ils ont Salesforce depuis 20 ans, et du coup, ce produit-là est en place. Donc, sur la partie marketing, très souvent, HubSpot se distingue en couverture fonctionnelle, en facilité d'utilisation et aussi en intégration, puisque on travaille dans le même outil, donc c'est beaucoup plus simple. Beaucoup de choses à dire, évidemment, pour comparer ces deux outils-là. Tout dépend de votre situation. Pour vous donner peut-être un peu d'éclairage aussi sur la notion d'évaluation et de déploiement, ce qu'on a vu, on a été, comme je le disais un peu tout à l'heure, dans plein de configurations différentes. Et quand on commence à faire un projet avec plusieurs centaines d'utilisateurs, ça commence à être quand même un sujet qui a de l'impact. C'est un sujet qui est au cœur du revenu des équipes commerciales. Donc, c'est un sujet forcément un peu sensible, et peut-être des bonnes pratiques qu'on peut partager avec vous sur la notion d'évaluation du CRM, c'est d'être au clair sur le projet et la timeline. Alors évidemment, ça paraît évident, mais sur les objectifs qui parfois sont un peu mixés, et c'est important de bien, effectivement, je pense, formaliser ces objectifs-là, peut-être par équipe, en se disant, tiens, les objectifs de la direction, c'est améliorer la fidélisation, c'est connaître le client, c'est améliorer la productivité et la performance des équipes commerciales. Les objectifs des équipes de type finance, c'est de facturer plus vite, d'avoir une vision quand même claire de ces objectifs-là, et de pas de tout mélanger, de tout mettre au même niveau, parce qu'il y a des priorités de niveau 1, des priorités de niveau 2, et de savoir effectivement vraiment là où on se situe, d'être au clair aussi sur la timeline. Alors ça, c'est un point important, parce que les timelines sont parfois glissantes, et c'est pas évident quand vous travaillez avec des éditeurs américains qui ont aussi, à partir du moment où ils rentrent dans des deals, ils ont tendance aussi à pousser les choses. Et c'est pas toujours à votre avantage en termes de négociation, en termes de suivi. Donc là, c'est intéressant et c'est important d'avoir une timeline qui est claire, quitte à ce qu'elle avance un peu plus vite que prévu, mais de de mettre toutes les chances de votre côté en ayant une timeline qui est conservatrice, qui est adaptée à votre projet, des objectifs aussi qui sont clairs, ou comme ça, sur lesquels on va pouvoir effectivement se rapprocher. Et peut-être le paramètre aussi qui est intéressant, c'est qu'on est un projet qui est souvent transverse, puisque porté par la DSI, impulsé par la direction, mais derrière avec des utilisateurs qui vont être parfois marketing, service et sales. On a très souvent aussi besoin d'avoir quelques représentants, et peut-être un représentant, effectivement, quelqu'un qui va être capable de contribuer à l'expression de besoins ou de prendre des décisions par la suite dans le projet, et d'avoir une vision claire aussi sur ces différents types de profils. Et donc, c'est là où c'est intéressant, peut-être en amont déjà, de construire une équipe projet, un ou deux contributeurs peut-être par équipe, et qui vont pouvoir travailler sur ce qu'on appelle l'expression de besoin. Et c'est là où aussi on voit que parfois des choses étonnantes, c'est il y a un amalgame entre cahier des charges, expression de besoin, spécification de déploiement, aide au choix, et des mélanges de genres ici qui sont parfois pas toujours heureux. Je vous donne un exemple là, c'est que ça nous arrive parfois de récupérer des cahiers des charges très lourds, où on sent que derrière, on a déjà beaucoup tartiné sur les équipes, on leur a pris beaucoup de temps, il y a eu plein d'ateliers, et en fait, on a récolté des besoins vraiment une liste à la Prévert sur effectivement les attentes de toutes les équipes. Et en fait, le problème, c'est le moment où vous allez choisir une solution, tous ces sujets-là, on va devoir les réapprofondir, les réadapter, les transformer en spécifications. Donc, c'est important de mettre le curseur au bon endroit entre de l'expression de besoin, c'est les objectifs et les besoins grande maille, les must-have, les nice-to-have. Et après, derrière, il y aura un travail qui va être de retravailler tout ça et les transformer en spécifications qui vont être adaptées à l'outil que vous avez choisi. Et donc, mais pas de faire un mélange des genres. On va commencer déjà dans l'expression de besoin à faire des demi-spécifications, donc un travail assez approfondi, mais qui va devoir être rechallengé en profondeur pour pouvoir être adapté à l'outil que vous avez choisi et qui va pouvoir être implémentable, puisque notre projet de déploiement CRM, c'est un projet qui doit se faire dans la précision. Et donc, on a vraiment besoin d'une expression de besoin
j'ai envie de dire, qui est suffisamment synthétique, mais qui va nous permettre effectivement de comprendre quelle est la complexité de la gouvernance, des intégrations, du projet, de l'attendu, les must-have, les nice-to-have, de manière à pouvoir se dire, voilà la solution outil qui va être adaptée, le niveau de licence qui va être adapté, et voilà l'approche projet, effectivement, sur lesquels on va être capable de répondre aux différents enjeux. Et là, c'est intéressant de passer peut-être par une phase RFI en fonction de cette expression de besoin pour vous dire, tiens, comment vous allez être capable de sélectionner un Salesforce, un HubSpot, un Dynamics, un autre, différents types d'outils pour être capable à la fin de faire votre choix. Parce que si vous faites un benchmark, et on le voit de temps en temps avec des clients qui mettent une dizaine peut-être d'éditeurs dans la boucle, le problème de ce travail-là, c'est que c'est très lourd aussi pour les DSI et les autres équipes. Moi, j'aurais tendance à dire, sélectionnez-en 3-4, quitte à passer par une phase RFI, mais de resserrer assez vite sur 3-4 outils, parce que la meilleure manière d'évaluer le couple, enfin la solution finale, c'est de travailler sur des logiques de couple intégrateur-éditeur et d'avoir des critères qui sont clairs, où généralement, ce qui va vous permettre de bien décider, de bien conduire le changement au niveau de vos équipes, c'est peut-être la démonstration la plus personnalisée possible qu'un environnement qui n'est pas final, mais qui va être plus proche du besoin qui est typé par rapport à votre industrie, par rapport à vos cas d'usage, qui illustre votre must-have et vos nice-to-have. Une pertinence de projet qui est en ligne avec votre timeline, niveau équipe, niveau délai, niveau modalité de travail, donc qui va être adapté à vos besoins, et qui évalue aussi tous les coûts de solution, évidemment, que vous allez payer de manière perpétuelle parce qu'on est dans du SaaS, mais aussi les coûts de déploiement one-off, donc les coûts de projet, et les coûts dans la durée, les impacts aussi sur vos ressources internes. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un HubSpot sur les 5 prochaines années? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un Salesforce sur les 5 prochaines années? Qui va s'en occuper? Comment ça va être maintenu? Quel niveau d'intégration on va avoir besoin à moyen terme? Ça, c'est des sujets qui doivent être importants parce que le projet... l'outil, le projet, c'est vraiment un alignement entre vos ressources, l'intégrateur, la solution, les besoins, les équipes. Donc, il faut que les équipes adhèrent à la solution. Donc, là où il y a une démo avec ce fameux groupe aussi représentant du métier, la plus personnalisée possible pour permettre aux équipes de se projeter, la méthode projet qui va bien et quelque chose qui rentre en ligne avec vos critères de sécurité, de budget, évidemment. C'est le modèle sur lequel je trouve qu'on arrive à avoir une proposition de valeur qui est pertinente et qui permet aux clients de prendre des décisions qui sont éclairées et qui vont embarquer un maximum de personnes dans le projet. Et pour illustrer aussi du coup un peu la suite de l'aventure, c'est que très souvent, on va faire du cadrage de l'implé, de la formation, donc assez classique, et on va aussi généralement sur un projet type HubSpot, on va s'intégrer, c'est là où il y a vraiment une distinction peut-être entre les deux outils. On va très souvent s'intégrer sur des timelines qui sont de l'ordre de grandeur de 1 à 2 trimestres, qui est très ambitieux, puisque là, sur du Salesforce, on est parfois 50%, voire 100% supplémentaire d'un point de vue délai. Mais ça nous arrive régulièrement de faire des projets à hauteur de 6 mois pour embarquer 200, 300, 400 utilisateurs, ce qui est quand même assez efficace. Et c'est aussi moins de temps côté DSI, moins de temps côté métier, des intégrations qui vont plus vite, des phases de conception aussi où on est un peu plus sur des écrans qui permettent plus facilement d'obtenir des arbitrages et de manière générale d'avancer un peu plus vite. Et donc voilà comment on adresse ce type de projet-là, mais des projets à 150 users sur le trimestre, c'est pas inhabituel qu'on puisse sortir ce type de choses-là, encore une fois par rapport aux caractéristiques de l'outil et selon la complexité de l'environnement dans lequel on évolue. Cadrage, effectivement, après, on va avoir toujours des logiques assez simples de vraiment allotir les projets. Donc là, que ce soit du Salesforce, j'ai envie de dire, ou du HubSpot, on va rentrer dans les mêmes types de réflexion, mais de vraiment morceler les complexités pour revoir la gouvernance, le modèle de données, les attentes d'intégration tierce, et vraiment planifier tout ce projet-là. C'est quelque chose qu'on sait faire aussi côté HubSpot pour passer dans une phase ensuite de déploiement, d'implémentation, de développement spécifique, de recettes et de formation des équipes. Donc là, on va retrouver tous les marqueurs habituels des projets CRM, que ce soit du HubSpot, du Salesforce. Donc il y a aujourd'hui aussi des intégrateurs, parce que c'est important dans le cadre d'une évaluation globale. Donc
Historiquement, sur HubSpot, vous revenez 5-6 ans en arrière, des intégrateurs sont des gens qui sont plutôt des agences marketing. Et aujourd'hui, vous avez des intégrateurs comme Mark & Sieve, par exemple, qui sont des intégrateurs CRM au sens large, et donc qui vont être aussi capables de pousser des réflexions commerciales, finance, data, d'embarquer les équipes, de gérer de bout en bout le projet, de faire des devs spécifiques si vous en avez besoin. Donc l'écosystème HubSpot est aussi en train de step up et est capable effectivement de prendre en compte des projets un peu plus ambitieux autour de tous ces différents sujets-là. Et donc je voulais aussi vous partager peut-être quelques retours d'expérience, mais on a travaillé avec C2I, qui est une ESN, où on a fait un projet de déploiement avec 1200 utilisateurs, 250 utilisateurs payants sur 6 mois. Donc on a embarqué le sales, le marketing. C'est un sujet sur lequel on a pu être assez impactant, avec des résultats aussi business qui sont assez clairs, des complexités d'organisation qu'on a pu traiter assez facilement. Des intégrations natives, donc typiquement du nomination, des outils d'édition de documents, des outils de prospection, des outils de notification, des outils de communication interne. Ça, c'est du plug and play. Ça a permis effectivement assez vite de réutiliser tout ce qu'ils utilisaient au quotidien, mais de le retrouver de manière organisée dans un CRM. Et on a aussi fait de l'intégration tierce avec l'ERP, parce que quand vous êtes une ESN, vous avez besoin de la réalité de vos projets, la réalité de la facture, la réalité du suivi, présent dans les équipes, parce que sinon on a quelque part un système à deux vitesses. On a le CRM de prospection avec les deals en cours, le forecast, etc. Puis on a la vraie vie avec ce qui est facturé au client. Donc généralement, plus on est proche de la facture, plus la data est juste et correcte. Donc l'idée, c'est très souvent de venir faire une intégration, récupérer ce qui se passe dans l'ERP. Si je suis une société industrielle, par exemple, avec 150 commerciaux, la réalité de tous les produits, de toutes les pièces, de toutes les commandes, et donc qui sont saisies dans l'ERP, il faudrait qu'elles soient disponibles dans le CRM pour que le commercial puisse avoir une vision très claire et très juste de son parc client et de ce qu'il peut faire en termes de suivi et d'animation. Donc c'est un sujet effectivement qu'on a traité chez eux. On a formé effectivement aussi après ce qu'on appelle des power users, qui ont été capables de répliquer l'ensemble des procédures, des systèmes de manière personnalisée auprès des équipes. Et c'est un sujet sur lequel vous pourrez regarder ça dans les slides, et vous avez une vidéo aussi témoignage du client qui explique ce qu'on a pu faire. Autre cas sur la partie, un cas un peu plus spécifique, mais on est dans le cas d'une petite société d'assurance d'une centaine d'utilisateurs qui font du sales, du service et du marketing. Donc là, je suis plutôt sur la fourchette basse de mon thème aujourd'hui, mais qui intègre beaucoup de complexité liées au monde assurantiel, avec des développements tiers, des interfaces au niveau du funnel de souscription sur le site internet, des interfaces au niveau du logiciel métier qui permettent de calculer les primes pour que les commerciaux puissent faire leur travail au quotidien, des intégrations au niveau de la partie service client pour tout le suivi, les projets qui a été fait en 2 fois sur 2 fois 6 mois. Donc on arrive du coup aussi à traiter des cas d'usage très spécifiques de certaines industries, type école, assurance, industrie, immobilier, en venant avec flexibilité personnaliser ce modèle de données, cette gouvernance, ces reporting, ces intégrations tierces. Donc on a aussi été capable de faire ce projet-là avec des impacts business qui sont très clairs. Donc c'est des projets un peu malins et qui nous permettent d'aller parfois un peu plus vite et d'être un peu plus agile que ça. Et le dernier cas, peut-être que je voulais citer, qui est un cas plutôt service client. On a un opérateur de telco basé à La Réunion qui s'appelle Zeop, pour ceux qui connaissent, où on a fait un déploiement en 6 mois aussi sur la partie sales, service et marketing, mais avec une grosse emphase sur la partie service, où on traite, pour lequel on a obtenu aussi des excellents résultats. On a beaucoup d'informations aussi sur les augmentations de qualité de service, la diminution du temps de traitement des tickets, et tout ça sur des timelines de projets assez vite et des coûts de projet aussi qui sont compétitifs, qui nous permettent effectivement assez rapidement de sortir une solution fonctionnelle, intuitive, qu'on a pu mettre dans les mains des équipes. Donc pas mal d'informations aussi que vous pourrez retrouver sur notre site et sur les slides par rapport à ça. Et pour terminer, parce que je vois que le temps passe et il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là, projet CRM, pour le réussir, c'est toujours d'être au clair sur vos objectifs, vos priorités, d'aligner les parties prenantes en interne, en externe, de prendre en compte effectivement
dans ces grands projets complexes, toujours avoir une architecture qui est adaptée, avec des connexions aux outils tiers qui sont efficaces, de migrer correctement vos données, toujours pas oublier les utilisateurs et les intégrer en termes en termes amont sur le choix de la solution, pendant le projet, sur la conception, et ensuite de ne pas lésiner sur la partie formation et suivi. Une solution comme HubSpot va avoir beaucoup d'avantages. Donc nous, on encourage, si vous êtes sur ce type de config, 100, 500 utilisateurs, et que vous avez en tête un Salesforce Dynamics, envisagez HubSpot. Est-ce que ça va être capable de traiter toutes vos complexités? Peut-être pas. L'intérêt, c'est de l'évaluer, parce que on a aujourd'hui vraiment beaucoup de flexibilité sur un outil qui a beaucoup progressé, qui est capable d'aller vraiment au plus proche des besoins spécifiques de clients de taille importante. On est hébergé en Europe, on est sécuritaire. On a des références aujourd'hui intéressantes avec lesquelles vous pouvez échanger. Système qui est très ouvert si vous voulez faire des développements spécifiques avec vos outils métiers, vos outils ERP, vos outils finance. Pas de limitation particulière là-dessus. BI, CPQ, on a tout un tas d'intégrations qui sont disponibles. Et point aussi qui est intéressant, c'est vraiment peut-être la notion d'autonomie. Un Salesforce, c'est aussi un outil qui n'est pas évident à faire vivre. Donc, si vous êtes une entreprise qui évolue, qui lance des pays, qui lance des offres, qui lance tout un tas ce qui est souvent le cas d'ailleurs des organisations de ces tailles-là, ça veut dire faire des évolutions aussi. Donc, faire des évolutions dans un Salesforce, parfois, c'est repasser par la case intégration, ce qui n'est pas un problème, mais ce qui est quand même des coûts et quand même souvent du délai, de la friction. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et nous, souvent, les organisations avec lesquelles on travaille, qui fonctionnent bien sur du Salesforce, sont des organisations qui ont souvent un ou deux spécialistes Salesforce internalisés au niveau de la société. Voilà. Et qui potentiellement vont continuer à travailler avec un intégrateur, parce qu'il y aura toujours de la complexité, de la maintenance, du suivi, du code. Donc là où sur HubSpot, on va être sur quelque chose d'un peu plus light, un peu plus digeste, et on va avoir parfois des CRM managers qui ne sont pas forcément des experts HubSpot, mais qui deviennent propriétaires de cet asset-là assez facilement pour pouvoir le gérer, le faire vivre et le faire évoluer sur un certain nombre de sujets. Les timelines sont généralement plus impactantes. Je parlais de 1-2 trimestres. Ça va dépendre toujours de votre config, de votre cas, mais on est sur ce type d'ordre de grandeur et généralement un peu plus compétitif. Et très souvent, chez nous, on sait travailler au forfait parce qu'on sait à peu près dans quoi on va s'embarquer en termes de projet. Donc, on sait travailler sur des budgets aussi qui sont assez faciles à maîtriser. Et peut-être un dernier sujet aussi sur HubSpot, c'est nos fameux utilisateurs lecture seule qui sont gratuits. Dans les grandes orgas, si vous avez 100 ou 200 personnes que ça concerne, c'est des licences Salesforce en moins à acheter, puisque globalement, sur HubSpot, elles ne seront pas facturées. Beaucoup de choses qu'on pourrait dire effectivement en plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser. Et de manière générale, vous retrouverez aussi plein d'outils sur notre site qui est en cours de refonte, qui devrait sortir courant avril, mais dans sa forme actuelle, en tout cas, vous donne un certain nombre d'informations, des outils d'expression de besoin, de cahier des charges, des cas clients, des démonstrations aussi personnalisées qu'on va mettre en place et qui sont typées par industrie. C'est aussi quelque chose qu'on va mettre à disposition dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à nous intégrer à vos benchmarks. Si vous avez des questions sur HubSpot, Salesforce, encore une fois, très bonne solution des deux côtés. Si HubSpot est capable de gérer vos complexités, HubSpot, c'est peut-être la bonne solution pour vous. En tout cas, on sera ravis de l'évaluer. N'hésitez pas à nous mettre dans vos benchmarks et à nous solliciter sur ces sujets-là. Ça sera avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, ça sera... on est à votre disposition sur tous ces points-là. Et merci du coup pour votre présence aujourd'hui. C'était un peu speed. Je voulais dire beaucoup de choses. Je suis très ravi de pouvoir échanger avec vous sur tout ça. Donc, je vous remercie. Et puis, il me reste à vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.